Bonjour à tous. Il est l'heure de commencer cet agri-webinaire, donc deuxième saison et deuxième épisode. Je me présente Pierre Courtois, je suis agronome au service extérieur de Thoin pour la direction recherche et développement du SPOE ARNO. Euh, Aujourd'hui, cette séance est consacrée à la structure du sol. La saison en elle-même est consacrée au sol, aux questions d'érosion, mais pas que, aussi différentes questions dont vous allez voir les différents thèmes. Et voici. Donc, nous avons déjà fait une séance le 18 septembre concernant les pratiques pour limiter l'érosion. Aujourd'hui, nous sommes là pour discuter de la stabilité structurale avec notre invité, le professeur Monsieur Boivin, qui est de la Haute École spécialisée de Genève, qui s'appelle aussi EPIA, la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève. En gros, la Haute École d'agronomie de Genève, ce sont les universités en Suisse. Le 16 octobre, nous nous retrouverons pour une approche plus bassin versant, pardon, avec Nata Griwal et son équipe de protection des sols. Le 30 octobre, ce sera pour pouvoir mieux observer les sols agricoles avec Greenotech, qui va nous présenter quelques techniques d'ailleurs. Le 13 novembre, les orateurs sont encore on est encore en discussion, mais ce sera des orateurs du réseau RECA Sud pour le conseil de fertilisation. Le 27 novembre, nous avons le docteur Brieux Hardy du Centre de recherche agronomique qui viendra nous entretenir des questions en rapport avec les micro-organismes et donc toute la question de la biostimulation et du biocontrôle. Le 11 décembre, je serai à la manœuvre pour vous expliquer un peu plus avant en quoi consiste la mesure agri-environnementale et climatique SOL, qui fait partie du programme des MAE-C en région wallonne, avec cette particularité. Donc, elle s'appelle aussi la MR14 pour méthode résultat. Sa particularité qu'elle n'est pas liée à un cahier des charges, mais bien à des objectifs à atteindre. Et je pourrais vous expliquer un petit peu mieux tout cela à ce moment-là. Cette présentation est enregistrée pour permettre à tout un chacun de la revisualiser par après, mais aussi à d'autres de la visualiser qui ne seraient pas libres pour le moment sur YouTube. Et donc, voici le portail YouTube concerné pour que vous puissiez vous y retrouver. Et vous voyez qu'il y a les différents autres épisodes que nous avons pu réaliser par le passé qui y sont présents également avec des thèmes qui peuvent vous intéresser également. La saison 1 était plutôt dirigée vers les questions réglementaires. Cette saison 2 est tournée vers le sol. Vous voyez aussi que au-dessus de votre écran, vous avez ces différents petits sigles qui peuvent vous être utiles. Bien entendu, les caméras et microphones sont coupés pour tout le monde pour des raisons techniques, sinon ça devient cacophonie. L'onglet conversation est disponible pour que vous puissiez interagir, essentiellement si vous avez des soucis techniques ou des soucis de ce type-là. Le deuxième onglet questions-réponses est lui réservé à vos questions et aux réponses qui seront données, sachant que vous pouvez activer, donc poser vos questions au cours des exposés, mais les réponses ne seront données qu'à la fin, lors d'une séance de questions-réponses, où on repassera en revue toutes les questions qui auraient été posées. Voilà, je pense que j'ai rien oublié à ce sujet-là. Et donc, le menu de ce jour, il est très simple. L'intervention de Monsieur Boivin pendant 40 minutes environ. Et ensuite, les questions-réponses, 15 minutes. Mais si on dépasse un petit peu, ce n'est pas grave. Si les discussions sont intéressantes, ça en vaut la peine. Voilà, Monsieur Boivin, je vais vous céder la main, donc arrêtez le partage et vous pouvez lancer votre présentation et ainsi que le partage de votre écran. Merci, et bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Et puis, on va y aller pour
effectivement 45 minutes, 40 minutes de présentation et je me réjouis aussi de répondre à vos questions. Il faut J'ai que je oublié de dire partage. effectivement que vous étiez président de l'European Confederation of Soil Science Societies. Désolé. Oui, ça pas en lien avec ce qu'on va dire là. Ça, OK. voilà, ça, c'est une fonction et d'élu voilà, qui est intéressante, mais qui est pas, je- qui ne m'est pas nécessaire pour travailler sur la stabilité du sol et pour en OK. parler. Merci. Voilà. Donc, stabilité structurale des sols, hein, c'est par cette entrée que vous m'avez interpellé, mais on va évidemment parcourir tout ce qu'il y a autour. Donc, bah, l'intérêt de prendre ça en compte, comment on l'évalue, comment on le gère, etc. Donc, je vous propose de traverser tout ça. Très rapidement, quand même, se souvenir que la qualité des sols, alors on emploie ce terme très souvent, hein, bonne qualité, mauvaise qualité, mais bon, c'est cadré d'un point de vue professionnel. La qualité, c'est l'aptitude à assurer les fonctions. Et j'ai reproduit à droite un inventaire des fonctions, il est très 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 large. Ça ne s'arrête pas du tout à la production de biomasse comme on le fait en agriculture, il y en a beaucoup d'autres. Elles sont souvent liées entre elles d'un point de vue fonctionnel. Alors, si la qualité varie, puisque on veut l'évaluer, c'est qu'on veut aussi la gérer. Et donc, bon de se souvenir qu'on va s'adresser à des propriétés qui évoluent rapidement dans le temps et qu'on peut gérer. Et ça va être le cas de la qualité de la structure, vous allez voir. Évidemment, par exemple, la texture, a priori, sauf cas particulier, ne va pas changer. On a un sol argileux, il reste argileux. C'est pas pour ça qu'on ne le prendra pas en compte, mais enfin, ça va être indirect. Vraiment, la qualité va s'adresser à l'ensemble des paramètres qu'on est capable de gérer. Euh, Et puis derrière, il y a la question de fertilité, particulièrement donc, quand on est dans l'agriculture, avec différents concepts qui sont articulés. On peut être d'accord ou nuancer certaines choses, mais en gros, on a un pilier physique, qualité physique qui va nous intéresser. On a un pilier de qualité chimique, alors notamment l'aspect nutriments lorsqu'on est en agriculture. Et puis, derrière, on parle maintenant aussi de fertilité biologique, de vie du sol, etc. On n'aura pas le temps de décrire un peu toutes ces interactions, mais on en verra apparaître quelques-unes. Alors, la fertilité physique du sol, ben, historiquement, elle a été toujours négligée. Or, elle assure les transferts d'eau et les échanges gazeux, c'est-à-dire infiltration et aération. La partie aération, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on cultive des plantes, hein, que ce soit d'un point de vue ornemental ou de production agricole. Elle est tout aussi importante que la partie eau. Je vois très souvent des gens faire des interventions coûteuses pour mieux gérer l'eau et en fait, ils ne se rendent pas compte que quand ils mettent de l'eau, il n'y a pas d'air. Voilà. Donc là, j'insiste toujours sur ces deux termes, eau et échange gazeux, et vous verrez que ça nous renvoie beaucoup à la fertilité physique, à la structure. C'est un réservoir d'eau et d'oxygène, donc, et notamment qui nous concerne les réservoirs d'eau utilisables, facilement utilisables, bien sûr. C'est l'habitat pour la vie. Et donc, dans la vie, on peut considérer la colonisation racinaire, ça en fait partie. Donc, évidemment, on est directement en prise avec ça lorsque on veut produire avec ces sols. Alors, on veut, entre guillemets, le beurre et l'argent du beurre. La stabilité de cette structure doit être maximale tout en étant très développée, et notamment, on va vouloir lutter contre les atteintes physiques, et pas seulement, qui sont l'érosion et la compaction. Alors évidemment, les interventions agricoles, l'intensification, la machinerie, pour différentes raisons, laissent éventuellement les sols en très mauvais état structural, comme on voit ici par exemple avec différentes couches indurées qui correspondent à des semelles de labour, des semelles de rototillage, etc. Or, cette fertilité physique, elle assure les circulations verticales et elle permet que l'ensemble du volume de sol soit exploité. Donc c'est un préalable à tout diagnostic. Ça a été, comme je le disais, longtemps négligé. Aujourd'hui, on sait que le numéro un du diagnostic de fertilité, c'est la qualité physique, parce que si vous n'avez pas la qualité physique, le reste ne va pas suivre. Vous pourrez toujours dépenser beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie à essayer de gérer l'eau, à essayer de gérer les nutriments, à travailler sur vos choix de porte-greffe, etc. Mais en fait, vous allez coincer par l'aspect physique. Et aujourd'hui, ça revient vraiment sur le dessus du tableau. On commence par regarder cet aspect, sinon on est en grand danger de perdre du temps et de l'argent. Alors, parce qu'on veut que les racines, vous voyez, comme ici à droite en arête de poisson, à gauche en forme de vilebrequin, ces racines, elles ne rentrent pas. N'arrivent pas à percer. Autrement dit, vous pensez avoir un hectare de terre à cultiver, mais en termes de volume, vous n'y êtes pas du tout, et vous n'en avez peut-être que 20 ou 30%. Le reste étant condamné et de très mauvaise qualité. Alors, la qualité physique, bah, c'est la qualité de la structure, hein. On peut assimiler les deux. Et on veut donc que le sol soit structuré. Pour rappel, la structure, c'est le mode d'assemblage des constituants physiquement, hein, dans un sol. Et c'est quelque chose qui varie
fortement dans le temps, qui peut varier très brutalement. La bonne qualité qu'on voit sur l'image de gauche ici peut devenir une très mauvaise qualité suite à un passage d'engin lourd. Ça ne va pas prendre très longtemps. Et ça peut aussi se restaurer assez rapidement, de façon surprenante, peut-être par rapport à ce qu'on croit. Ça peut aussi assez rapidement être reconstitué. Alors, il y a des notions associées qu'il faut prendre en compte quand on va vouloir commencer à gérer tout ça et à le maîtriser. Et la première, c'est la résistance. Ça va être très lié à ce concept de stabilité dont on veut parler aujourd'hui. La résistance, c'est la capacité de la structure à se maintenir face à un stress. Et elle dépend de différents paramètres, dont la teneur en matière organique, dont la texture, qui elle ne change pas au cours du temps, des conditions météorologiques bien sûr. Si on pense à la compaction par exemple, sur un sol humide bien sûr, ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Donc la résistance va dépendre de différents facteurs, dont certains sont gérables, notamment évidemment la teneur en matière organique. Et puis l'autre notion importante, c'est la résilience. C'est en cas de stress, en cas d'atteinte, est-ce que la structure est capable de se régénérer et à quelle vitesse? Et donc, cette résilience, elle va diminuer et augmenter avec la teneur en matière organique. Elle est très dépendante de la teneur en matière organique. Et elle varie aussi selon les types de sol, ce sont des invariants. Elle se fait sous l'action de processus biotiques et abiotiques, on va revoir ça un petit peu. Donc la reconstitution du sol suite à une atteinte va dépendre de pas mal de paramètres, mais on retrouve la matière organique. Et par définition, la vulnérabilité, c'est la combinaison de résistance et résilience pour n'importe quel système, pas seulement pour des sols. Et donc, ça combine ces deux propriétés et on voit qu'elle dépend fortement de la teneur en matière organique, notamment en termes de paramètres gérables au niveau agricole, c'est le numéro 1. Alors ensuite, pour aller un peu plus loin dans la notion de structure, il faut considérer les systèmes poreux. La structure, on peut la regarder du point de vue des agrégats, on en parlera aussi, et puis entre les agrégats, on a des systèmes poreux. Et on est habitué à observer ces structures, du moins je l'espère, il le faut. Et ce qu'on va regarder à l'œil, c'est des systèmes poreux qui sont particuliers et visibles à l'œil déjà, d'un point de vue de leur taille, et d'origine très précise. Vous avez ce qu'on appelle les pores structuraux, donc, qui sont les biopores. Vous voyez ici, cette image, c'est une lame, c'est-à-dire c'est une coupe de sol de faible épaisseur qu'on peut observer au microscope et des pores structuraux, des biopores. Vous voyez, il y en a un que j'ai entouré ici, mais vous en avez d'autres là, vous en avez un petit peu partout sur cette image. On est de toute évidence à la base d'un horizon A avec une forte activité biologique. Ensuite, vous avez les fissures. Le sol gonfle et se rétracte. Et puis, on est habitué parfois à voir des grosses fissures dans les champs secs au mois de juin, dans les céréales, qui sont des grosses fissures apparentes en surface. Ça, c'est pas un très bon signe. En général, quand un sol est bien structuré, vous aurez beaucoup, beaucoup de micro-fissures un peu partout dans la masse et pas des grosses fissures apparentes. Le volume de ces micro-fissures va être énorme, plus grand que les macro-fissures. Et là, vous voyez que vous avez assuré une fragmentation de votre système et une superbe aération-distribution d'eau grâce à cette fissuration. Et puis, il y a une troisième catégorie qui sont les vides d'assemblage, puisqu'on n'est pas avec des petits cubes qu'on a empilés, on est dans un système qui a été travaillé, notamment par la biologie, et qui ménage des vides d'assemblage qu'on retrouve aussi un petit peu partout sur cette image. Voilà. Ça, ce sont les pores structuraux. Et ces pores structuraux, c'est eux qui sont chargés de distribuer l'air et l'eau. Et c'est eux qui sont l'habitat pour la vie. On va voir qu'il y a un autre système poral dans le sol, et la distribution de l'air et de l'eau et l'habitat pour la vie, c'est la fertilité physique, ce sont ces pores structuraux. Donc c'est sur eux qu'on va avoir l'œil et qu'on va veiller à obtenir des résultats. Notamment donc, pour la biologie, ici, on est dans des tailles de pores qui correspondent à l'équilibre air-eau, c'est-à-dire à la réserve en eau facilement utilisable, dans laquelle on va avoir une alternance d'entrée d'air et d'entrée d'eau. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, selon la composition de votre sol, vous avez plus ou moins d'argile, avec plus ou moins de matière organique et d'oxyde, et ces constituants-là s'associent entre eux. Ça forme par définition ce qu'on appelle le plasma. Vous avez un certain nombre de termes un petit peu analogues, comme complexe argilo-humique, etc. Et là, vous êtes sur des colloïdes, des particules extrêmement petites, qui ont des porosités très très fines, ça gonfle et ça se rétracte. C'est ce qui va nous aider à avoir des fissures, par exemple. Mais la porosité est bien trop fine pour permettre, par exemple, à la vie d'y entrer, il n'y en a pas. Et vous avez fortement intérêt justement à avoir ces volumes-là qui sont toujours très proches de pores structuraux pour assurer de l'air et de l'eau qui rentrent et sortent dans ce système-là, puisque ce plasma va jouer vraiment comme un tampon, un buffer, pour fournir de l'eau, pour fournir des nutriments, etc., pour protéger la matière organique. Voilà, ça ce sont nos systèmes poraux, et à l'œil, on va voir les pores structuraux, et ce sont eux qui correspondent aux critères de qualité physique. Alors, une fertilité physique, c'est donc une bonne porosité structurale,
finement développé, continu, pas de discontinuité, ni en termes de dureté, ni en termes, évidemment, de connexion. Le développement de la structure, il est à la fois abiotique et rapide lorsqu'on pense au gonflement-retrait, on vient d'en parler, ou au gel-dégel. Il y a l'activité biologique à travers les saisons, et puis sur une échelle de temps plus longue, de 5 à 10, 20 ans, 30 ans, on a la matière organique, en tout cas pour les sols tempérés, qui va être le facteur principal de développement de la structure dans le long terme. Et on va revenir là-dessus, puisqu'il y a un rôle central de la matière organique, ici, sur le comportement et la vulnérabilité de cette structure. Alors la stabilité structurale, bah, évidemment, on veut une structure, je disais, le beurre et l'argent du beurre, on veut une structure très fine, très poreuse et en même temps très résistante au stress externe. Alors, on sait tous que plus un matériau est extrudé, plus il est percé, plus il risque d'être fragile, mais on veut qu'il soit extrêmement poreux, le plus possible, mais très résistant. Alors la structure peut être détruite par action mécanique, c'est entendu, hein. Et puis elle peut être aussi, il ne faut pas l'oublier, détruite par action chimique, alors notamment puisqu'on va perdre la matière organique, par exemple. Et sans oublier les phénomènes comme la dispersion des argiles, alors notamment liés à l'acidité pour nos sols, mais ça peut être aussi sous d'autres latitudes ou dans d'autres conditions liées à la salinité. Je ne développerai pas ça ici. Et il y a plusieurs sources d'instabilité ou de dégradation de la structure. Il y a donc aussi plusieurs façons d'apprécier la stabilité structurale. Alors ça, c'est quelque chose qui introduit un peu de complexité, je pense, en termes de concept pour les agriculteurs, parce qu'il y a différentes façons de faire et elles ne caractérisent pas tout à fait la même chose, même si tout ça va rentrer dans la catégorie test de stabilité structurale. Alors j'essaierai de vous montrer des clés pour, de toute façon, à l'échelle appliquée, tenir les choses par le bon bout de façon simple et cohérente. Alors la compaction, bah, bien sûr, ça, tout le monde, je pense, s'en a vu et connaît. C'est une des grandes maladies de nos sols. C'est une maladie un peu cachée parce qu'une fois que tout ça est remis à plat, on n'y fait pas très attention et on va s'intéresser à la maladie de peau qui est l'érosion, peut-être plus qu'au virus qui en est la cause et qui est la compaction en dessous. Donc il y a des progrès à faire sur ce terrain-là, mais voilà, la compaction est un problème connu avec un corollaire, évidemment, l'érosion qui va arriver de temps en temps quand les sols sont nus, et si la stabilité de la structure est mauvaise. Et puis, bah, ce qu'il faut mettre en face de ça, c'est que la matière organique est le premier facteur de qualité, de fertilité des sols. Un peu partout dans le monde, même si dans certains cas, on a, par exemple, on pense aux sols tropicaux acides, lessivés, etc., dans lesquels la matière organique est très vite biodégradée. Bah, évidemment que là, c'est très important, mais on aura du mal à en mettre. Voilà. Par contre, globalement, sous nos latitudes, c'est le premier facteur, j'y reviendrai un petit peu, de qualité des sols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous regardez le graphique à droite, c'est que c'est proportionnel. Les fonctions des sols, leurs propriétés vont être dans leur immense majorité proportionnelle à la teneur en matière organique. Donc vous pouvez perdre énormément de fonctions ou de propriétés ou en gagner énormément selon que vous perdez ou gagnez de la matière organique. D'une part, cette matière organique, c'est probablement le seul paramètre qui joue sur toutes ces propriétés à la fois, parce qu'il y a d'autres paramètres importants, mais qui ne jouent pas sur beaucoup de propriétés, et d'autre part, qu'on peut gérer et qu'on va gérer efficacement à l'échelle agricole. C'est la double raison de mettre le focus là-dessus, de retrouver le focus là-dessus, puisqu'on l'a perdu depuis environ un siècle et demi. Alors, vous retrouvez, par exemple, en fonctions qui sont proportionnelles, bah, porosité, réserve en eau, aération, infiltration, stabilité structurale, là voilà, les propriétés mécaniques, également les réserves de nutriments, l'activité biologique, la biodiversité, les propriétés d'épuration des eaux, etc. Là, j'ai fait une liste assez raccourcie, donc vous voyez que la fertilité physique est un membre important. Alors, en se souvenant, et je pense que vous n'y échappez pas, que avec l'intensification des systèmes de culture au sortir de la première moitié du XXe siècle, on a perdu facilement 50 à 70%, je ne sais pas si vous dites 70 comme nous, 50 à 70% de pertes dans les sols cultivés. Voilà, donc on est face à un problème, c'est que, évidemment, si on a perdu. Et on dit 70 comme vous, hein. Alors, je reste sur mon côté suisse. Alors, voilà, donc, on a perdu cette quantité de matière organique, hein, on a perdu une grande partie du stock, ça a plein de conséquences, mais pour nous qui travaillons avec le sol, ça a d'abord comme conséquence que toutes les fonctions correspondantes, elles ont plongé. Voilà. Alors, ce qui a évidemment soulevé la question combien il faut de matière organique dans nos sols, il y a un concept qui est bien partagé, évident, c'est que plus il y en a, mieux c'est.
Ça, c'est vrai pour les propriétés et il n'y a pas vraiment, on ne constate pas vraiment de saturation de ce point de vue-là. Ici, vous avez comme exemple en ordonnée, hein, c'est le volume spécifique du sol. Donc, en gros, c'est sa porosité à travers l'ensemble du plateau suisse. Et puis en bas, bah, c'est le carbone organique, donc qui compose le composant principal de la matière organique. Bah, vous voyez que ce soit des prairies permanentes, des grandes cultures en non-labour, du labour conventionnel, vous voyez que c'est la même relation. Dis-moi combien tu as de matière organique et je te dirai quelle est ta porosité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des propriétés qui sont proportionnelles. Et vous voyez, bah, évidemment, entre les prairies permanentes et puis le labour conventionnel, les gammes de teneur en matière organique ne sont pas les mêmes, mais enfin, on est sur la même relation. Voilà, plus de matière organique égale plus de porosité et les relations sont fortes. Par contre, si on s'intéresse à la vulnérabilité, ce n'est plus le cas. La vulnérabilité, c'est quelque chose de plus complexe, ça ne répond pas à un seul paramètre. Et on s'aperçoit que cette fois-ci, il faut tenir compte de la teneur en matière organique et de la teneur en argile. Et je vais un petit peu vous illustrer ça. On le voit déjà ici, simplement, si on regarde en bas, ici, vous avez une note de qualité de la structure qui va de 1 à 5, 5 étant très mauvais, et la limite entre bon et mauvais, elle est autour de la note 3. Ben, cette note 3, en moyenne, sur le territoire suisse, ici dans les sols suisses, ça a été retrouvé sur d'autres territoires, et à travers les saisons, les rotations, etc. En moyenne, on va plonger sous la limite 3 lorsque le rapport matière organique sur argile descend sous les 17%. Cliquez un petit peu plus là-dessus. Si on regarde ici des exemples pris dans cette même étude, vous avez ici la moyenne des scores de très bonne qualité, donc moins de 2, c'est-à-dire entre 1 et 2. Vous avez ici, et ça c'est 24% de rapport matière organique argile, donc en moyenne, sur notre territoire, dans les parcelles cultivées, hein, c'est à la ferme, lorsqu'on arrive à 24% de rapport matière organique argile, en moyenne, les scores sont très bons. À 17%, on est à la limite, on venait de le voir. Et puis, lorsqu'on tombe en dessous de 12%, on a des scores de structure très dégradés. Vous allez voir ça un petit peu plus. Et encore une fois, c'est une relation moyenne. C'est-à-dire que c'est une relation à travers les saisons, à travers les systèmes de culture. On a dit que la qualité de la structure pouvait varier très vite, oui, mais en moyenne, on va se trouver sur ces différents équilibres. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une échelle de vulnérabilité de la structure, ce rapport matière organique argile. Donc, ce qu'on apprend là, et ça avait déjà été illustré dans d'autres études auparavant sur des aspects plus particuliers, c'est que la qualité de la structure et le rapport matière organique sur argile sont proportionnels. Ce qui veut dire hein, que plus vous avez d'argile, plus il vous faudra de matière organique pour arriver à une qualité équivalente dans un sol. Voilà. Alors, donc, si on récapitule, vous avez cette échelle de résistance et résilience, donc la vulnérabilité, où on voit que lorsqu'on perd en résistance et résilience, ben, on augmente la vulnérabilité. Et de ce point de vue-là, le sol est très peu vulnérable lorsqu'on arrive à atteindre matière organique sur argile de 24%. Ceux d'entre vous qui travaillent avec des sols argileux vont lever les yeux au ciel en disant mais ça c'est quasiment impossible. Ces chiffres-là, on les a sortis de parcelles agricoles suisses et même à 60% d'argile, ben, on a des gens qui arrivent à porter leurs parcelles à ces niveaux-là. Donc, ce n'est pas impossible, mais on détaillera ça peut-être s'il y a des questions là-dessus. La limite acceptable, 17%, et puis l'enfer, c'est une remédiation nécessaire, hein, quand matière organique sur argile va plonger autour des 12% et moins. Alors, si vous avez des chiffres en tête chez vous, vous savez peut-être que vous avez beaucoup d'endroits où on est clairement en dessous de ces 12%. Un petit commentaire encore sur le rapport matière organique argile. Bon, c'est une référence à la complexation et donc la saturation entre guillemets, puisque il n'y a pas de limite, mais de la surface des argiles par la matière organique du sol. Elle se complexe et c'est la façon principale de la protéger dans nos sols. Et lorsque la complexation, alors oui, point de prudence, parce qu'il y a plein de polémiques assez absurdes qui ont été lancées là-dessus, c'est lorsque la complexation de matière organique sur les argiles est le processus principal. Donc un sol sableux qui n'a pas d'argile, donc un endosol, euh, un sol aluminium en général, des craies, vont pas rentrer dans ces catégories. Voilà. Donc effectivement, il ne faut pas chercher à faire dire un rapport matière organique argile ce qu'il ne peut pas dire dans certaines conditions. Et donc, il faut que les sols contiennent de l'argile. Donc j'ai vu des études dire oh ça marche pas, regardez, on a pris des sables, ça marche pas. Attention, oui, on parle de vulnérabilité de la structure, ce qui dans des sables n'est peut-être pas la même notion, et en référence à l'argile, ce qui dans des sables n'est peut-être pas justifié. On m'a pas encore fait le coup des tourbes, mais ça va finir par venir. Voilà. Alors c'est un concept ancien, il y a eu pas mal d'études au XXe siècle qui ont pointé le doigt sur l'importance de ce concept.
Et puis, par contre, il est porté par des connaissances nouvelles. Et en ce moment, vous avez différents papiers qui vont sortir là sur le rapport matière organique argile et les poules de carbone, par exemple, donc là, les formes du carbone dans le sol, sur la microbiologie aussi, l'activité biologique, et puis globalement sur la saturation des surfaces et puis le rapport entre le carbone labile et le carbone stable, hein, les hydrocarbones et les formes oxydées. Ce qui en agriculture nous intéresse, c'est-à-dire qu'on est très lié à la question de la minéralisation de la matière organique, à la fois parce qu'on veut d'un côté la conserver et d'un autre côté parce qu'on veut qu'il y ait du carbone fourni à la fertilité du système. Voilà. Alors, c'est donc un indicateur du déficit relatif en matière organique pour l'agriculture, pour la vulnérabilité des sols, qui est notre sujet, mais qui aussi permet d'avoir l'œil sur le potentiel de qualité des sols par rapport à l'état actuel. Donc ça, en termes d'indicateur de diagnostic, je pense que c'est très important. Et puis, c'est très utilisé aussi chez nous et ailleurs, d'ailleurs dans les plans climat en général, pour savoir les potentiels de séquestration. Alors, si on regarde par exemple ici, c'est une cartographie du canton de Vaud, où on voit les différents districts avec les rapports matière organique argile et on voit les zones déficitaires, hein, et il n'y a que le vert foncé qui va correspondre au top et le vert clair qui correspond à la gamme acceptable et puis tout le reste est déficitaire. Le potentiel de séquestration, si on vise le minimum de qualité, c'est 2 millions de tonnes de CO2 pour le canton de Vaud et c'est 6,6 si on vise le paradis. Voilà, et ça c'est un choix managériel. C'est aussi partagé maintenant chez nous et utilisé par exemple dans le même métaux agricole, donc, puisque c'est cet indicateur de gestion de son sol qui est très utile pour les agriculteurs. Alors, ceci en référence à l'état actuel des sols. Alors, moi, je vous montre ici les chiffres de Genève, je pourrais vous montrer d'autres cantons suisses, je pourrais vous montrer les chiffres qu'on a sur le territoire français, mais je pense que vous connaissez les vôtres. Voilà, 2700 parcelles agricoles sur Genève en grande culture, analysées avec donc en abscisse l'argile, en ordonnée la matière organique. Et puis où est-ce qu'on est là-dedans? Si on situe ce 12% de rapport matière organique argile sous lequel on ne veut pas se situer, vous voyez que le compte n'y est pas. Et le 17% qui serait le purgatoire, hein, entre l'enfer et le paradis, vous voyez qu'il n'y a déjà pas beaucoup de parcelles qui les atteignent sur Genève, qui est un canton très marqué par la spécialisation des cultures, la disparition d'élevage, etc. Euh, on a un rapport matière organique argile moyen de 10% à Genève, donc il en manque, on veut monter à 17, il en manque 70%. Donc, gros déficit de carbone, pas de chance, et opportunité, parce que vous allez voir que ça permet aussi d'asseoir des politiques d'amélioration des sols très bien ciblées. Voilà. Alors, quels sont les indicateurs de qualité de la structure? Je vous ai dit, il y a différentes façons de le caractériser, puisqu'il y a différentes façons de le prendre en compte. Alors, vous avez notamment des tests de stabilité d'agrégat qui peuvent se passer au laboratoire ou sur le terrain, qui peuvent être de simples à très fastidieux, et ce sont des indicateurs. Je sais que vous aurez d'autres présentations qui détailleront ces méthodes, donc là, je vais rester au niveau des caractéristiques générales et de ce qui peut éventuellement vous permettre de faire des choix. Vous avez les tests de dispersion des argiles, donc il va s'adresser cette fois-ci non pas à la stabilité des agrégats, mais à la façon dont les argiles peuvent entrer en suspension. Vous voyez ici sur l'image de droite que ces argiles se diffusent dans l'eau comme un sucre fondrait au fond de la tasse de café, et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Puis vous avez des mesures physiques, alors soit un indicateur visuel de qualité de la structure, sur lequel je reviendrai, soit on peut passer à des mesures assez sophistiquées, enfin en routine on les pratique nous chez nous, mais c'est des mesures spécialisées, comme l'analyse du retrait, dans lequel là vous allez quantifier des paramètres physiques très liés à la qualité de la structure. Donc là on va rentrer très loin dans l'analyse. Ce que je peux écrire comme publication liée à ça, s'appuie très souvent sur ce type de mesure, même si on va le dériver en indicateur, cette fois-ci simple pour l'agriculture. Alors voilà, un test que vous avez sûrement vu pratiquer, qui se fait souvent et qui est très démonstratif pour la stabilité des agrégats. Là, sur le terrain, c'est assez simple de mettre des modes de sol dans une petite grille comme ça dans l'eau. Puis vous voyez qu'il y a des sols en fonction de leur qualité qui vont vite s'effriter en petits morceaux. Les agrégats ne résistent pas à la présence d'eau, ou au contraire très bien tenir. Voilà. Et corollaire, ça va être aussi avec, si vous faites la même chose mais avec des argiles qui se dispersent, vous voyez vos argiles entrer en suspension, c'est-à-dire se dispersent. Votre sol fond comme un sucre. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc, vous voyez ici, ce sont les agrégats qui tombent en petits morceaux. Et là, c'est carrément les argiles qui rentrent en suspension. Voilà. Dans les deux cas, c'est très mauvais. Vous pouvez facilement faire ce genre de test. Et ce qu'on fait tout simplement très souvent avec les agriculteurs ou les conseillers, c'est prendre une poignée de sol dans la poche, vous la mettez dans la main, et puis quand vous avez un seau d'eau, vous descendez délicatement la main dans l'eau. Et vous pouvez observer ou bien cette fragmentation rapide, ou au contraire des agrégats qui tiennent bien, ou bien même des argiles, alors elles peuvent être rouges, elles peuvent être blanches, qui partent en suspension dans l'eau.
Et quand vous comparez deux parcelles qui se comportent différemment, notamment si vous avez des problèmes de gestion du pH, attention, vous allez très vite voir ces différences. Donc, on peut s'équiper, on peut avoir du matériel, des petites colonnes comme ça, c'est très bien dans le cadre de manifestations pour échanger, pour faire comprendre. Mais au quotidien, un seau d'eau et une poignée de terre que vous mettez dans le seau vous donnent déjà une réponse qualitative tout à fait intéressante et assez frappante. Voilà, alors bon, on peut après travailler sur la stabilité des agrégats de différentes façons. Comme je disais, au laboratoire, il existe une gamme de techniques. Elles sont quand même assez sophistiquées à mettre en œuvre. Ça prend beaucoup de temps. Il y a de très bons spécialistes chez vous, donc il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus et c'est très bien. Par contre, ça ne va pas être une mesure de routine, celle du laboratoire. Elle est assez fastidieuse, hein, et assez coûteuse. Voilà. Et c'est un indicateur. Alors, vous avez ici, par exemple, sur l'image de gauche, vous avez des agrégats qui ne sont pas stables dans l'eau, donc ils vont exploser, hein. Ici, vous avez des agrégats qui tiennent, ils ne bougent pas. Et puis là, vous avez des agrégats qui explosent et qui fondent avec les argiles en suspension. Voilà. Donc ces tests sont intéressants et puis on en dérive à travers des protocoles un peu normalisés, on en dérive des indices de stabilité, ce qui est un point intéressant pour comprendre comment va se comporter le sol. Alors c'est un point de vue, c'est-à-dire la réaction de l'agrégat face à l'eau. Voilà. Et puis après, il y a toute une gamme qui relève de l'examen visuel de la structure. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors, le test Bêche, je crois qu'on vous en parlera dans une prochaine présentation. Je vous parle du test Bêche VESS, comme Visual Evaluation of Soil Structure, évaluation visuelle de la structure. Pourquoi? Parce que c'est un test Bêche qui a été optimisé dans sa simplicité et dans sa qualité d'évaluation. Donc, il permet d'avoir des scores rapidement. Je vous ai montré tout à l'heure des scores de 1 à 5. C'est partagé, c'est utilisé dans le monde entier. C'est un joli standard. Et moi, je plaide beaucoup pour ça. On a écrit quelques articles là-dessus. Je pense que c'est très important d'adopter ce genre de standard. Alors, j'ai des collègues suisses qui veulent développer leur test de bêche à eux. Pourquoi pas, mais c'est un petit peu dommage. Et puis, la tendance aussi, c'est d'alourdir la méthode en disant, ah tiens, on va encore regarder, compter les lombriques, on va faire, etc. Et du coup, cet outil simple qui devrait être utilisé, qui ne l'est pas assez, on a une méthode simple qui permettrait de l'utiliser davantage et aussitôt, nous, spécialistes de sciences du sol, on le rend plus complexe. Alors, on se fait plaisir, mais en fait, on bloque l'application. C'est vraiment un outil d'application de routine. Et puis, évidemment, la logique, c'est d'aller depuis l'image de gauche, hein, où on voit ce qu'on appelle des modes fermés. Vous voyez qu'il n'y a aucune activité, aucune porosité, aucune vie dedans, vers le couscous, dans lequel les racines diffusent parfaitement, dans lequel ça fonctionne très bien, dans lequel il y a un équilibre RO extrêmement intéressant. Donc, c'est ce qu'on va évaluer et pour ça, il y a une feuille de scoring qui est très simple, hein. On a aussi des applications sur téléphone portable. Mais ce scoring, sur cette base-là, on travaille avec beaucoup d'agriculteurs qui font eux-mêmes leur scoring et très souvent, il y a évidemment quelques colonnes ici de décision pour arriver à une valeur, un score 1, 2, 3, 4, 5. Mais en gros, ce qu'on veut savoir, c'est si on est au-dessus de 3, donc mauvais, ou au-dessous de 3, donc bon, hein. Il y a cette limite-là. La limite, elle a un critère très très clair, c'est est-ce qu'il y a des modes fermés? Ici, présence possible de mode fermé, paf, vous êtes à 3 et plus. Mode fermé, c'est ce que je vous montrais là, hein. Voilà. Et alors, elles peuvent être petites, hein. Attention, si vous avez fait un travail de labour, de herse rotative et autres, vous avez fragmenté ces grosses mottes. Mais quand vous les examinez en détail, vous trouvez dedans les petites mottes fermées. Donc attention. C'est donc très facile, hein, à voir ça, et vous avez un score, et ce score, il permet de savoir où on en est. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a beaucoup comparé, d'autres collègues aussi, avec des mesures physiques et il y a de très bonne cohérence, et notamment avec la qualité de la structure et sa stabilité. C'est-à-dire que quand vous êtes au score 1, c'est le meilleur, et quand vous commencez à descendre vers le score 2, vous commencez par perdre la porosité grossière, la plus grossière, celle qui, d'ailleurs, est aussi la plus sensible, par exemple, à la compaction, c'est bien connu. Puis si vous continuez à dégrader votre structure, vous passez à des scores 2, 3, etc., c'est la porosité structurale fine, celle qui est responsable de l'équilibre RO, qui va disparaître. Et puis, ça continue. La porosité va continuer à disparaître et on va aussi avoir, alors ça va avec la perte de carbone organique, puis ensuite, en général, le carbone organique, on l'a perdu et là, on va se retrouver avec une perte de stabilité hydrostructurale, c'est-à-dire que ce sont des sols qui s'effondrent, qui prennent en masse lorsqu'ils sèchent. Voilà. Donc, c'est toute une séquence comme ça qui est assez bien calée avec les scores de 1 à 5. Voilà. Donc, dans un diagnostic de fertilité physique, le test bêche, je dirais, c'est l'outil de base, l'entrée de base. Tout le monde devrait avoir la bêche dans la cabine du tracteur ou dans le coffre. Et ça permet en routine très facilement de voir ce qui se passe. Et puis, évidemment, je ne le décris pas ici, mais on peut aller au profil cultural et faire un diagnostic, disons, physique, qui est
primordial de toute façon. Attention, ça ne sert à rien de perdre du temps avec des analyses chimiques, etc., si on a une qualité physique qui n'est pas là. Et je rajoute toujours, et je le mets en rouge, n'oubliez pas le pH, parce que le développement tant du stock de carbone que de la structure, si vous avez des pH qui sont défavorables, eh ben, dans ce cas-là, vous n'y arriverez pas. Et je ne compte pas, c'est devenu presque une routine, le nombre d'expertises qu'on nous demande sur le terrain avec des conseillers et des agriculteurs en disant ouais, ce sol, on ne comprend pas, on fait pourtant tout ce qu'il faut, on est en labour, etc. Ça ne progresse pas. En général, ça ne dure pas longtemps, hein. On sort le pH mètre et puis bah oui, 4,8, bah oui, 5,2, bah, c'est pas la peine. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement quelque chose, quand j'ai fait mes études d'agronomie il y a bien longtemps maintenant, qui était considéré comme un problème réglé. Voilà, bah oui, l'isolation, les chauds, c'est bon. C'est tellement réglé qu'on a oublié de s'en occuper. Et c'est un problème extrêmement fréquent. Je le mets en rouge, je le souligne. C'est tout bête, mais ça va vous bloquer. Alors, évidemment, en lien avec ça, on voit que la matière organique, c'est la teneur en matière organique dans nos sols, encore une fois, hein, je ne vous parle pas des sols volcaniques au Cameroun, ou, voilà. La matière organique est un outil de base pour développer une structure qui est de qualité et qui est non vulnérable, résistante et résiliente. Alors, est-ce qu'on peut augmenter cette teneur en matière organique? Ben, je viens sur une réponse concrète parce qu'il y a quand même pas mal de polémiques je dirais de nuages de fumée développés autour de la réponse à cette question. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ça à la ferme. Et on a travaillé beaucoup sur les fermes de Suisse romande en grande culture. Il y a des analyses obligatoires chaque 10 ans de chaque parcelle, avec des teneurs, la teneur en matière organique fait partie de cette analyse et le protocole est standardisé. Il y a un contrôle qualité des analyses. Voilà. Et donc, on a pu étudier ça et vérifier qu'effectivement, ben, les prélèvements faits par les agriculteurs reflètent bien les teneurs moyennes de chaque parcelle. Et ça date depuis 1986. Donc, on a pas mal d'informations, avec donc des séries chronologiques hein, qui nous donnent les tendances moyennes de changement des teneurs en matière organique. Et il se trouve que les agriculteurs doivent noter dans un carnet des champs ce qu'ils ont fait sur chaque parcelle, et donc on peut mettre en relation tout ça. Et ce qui a été fait, donc ça permet de répondre très brièvement ici à la question. Voilà les tendances temporelles, par exemple, sur le canton de Genève et le canton de Vaud. Vous voyez qu'à la fin du XXe siècle, on était encore en moyenne en train de perdre de la matière organique. Alors ici, vous avez sur l'échelle, c'est le taux d'évolution. Hein. On vous a parlé du 4 pour 1000 par rapport aux questions de climat. Ici, c'est 0 pour 1000, 10 pour 1000, je progresse, 1%, 20 pour 1000, 2%, 30 pour 1000, c'est le taux d'évolution annuel. Donc jusqu'à 3% par an. Et à l'inverse, je peux perdre moins 10, moins 20, moins 30. Et vous voyez qu'il y a des parcelles qui gagnent beaucoup, des parcelles qui perdent beaucoup, mais une tendance globale, avec une tendance à la perte en général en fin du XXe siècle, qui en fait s'est déclenchée dès les années 70. Et on est passé par zéro, avec une croissance régulière. Je ne vous montre pas ici, j'ai d'autres cantons suisses, c'est exactement la même chose. On passe par zéro vers 2006. Donc en moyenne, le territoire suisse a fini de perdre la matière organique. Et puis le fameux 4 pour 1000 qui intéresse le climat, eh ben, il est franchi. On se demande toujours si c'est possible. Mais pendant qu'on se le demande, c'est fait. Hein, les agriculteurs l'ont fait. On est à 4 pour 1000 en 2012, dans les deux cas. Et puis bah, ça continue. Aujourd'hui, on est à peu près dans les 8 pour 1000 sur le canton de Genève, en tout cas. Donc, il y a une progression. Voilà. Et ça, donc oui, bien sûr, on voit bien qu'on peut gagner de la teneur en matière organique. Il y a de plus en plus de résultats concordants avec ça dans d'autres territoires, en France, etc. Avec un grand potentiel de progrès. Si vous regardez ici la distribution des valeurs à Genève, pour les parcelles, ben, vous voyez, je vous l'ai dit, il y a des moins 10, moins 20, moins 30 pour 1000, en même temps qu'il y a des positifs. Et tous ces négatifs, ben, si on a les moyens de les rendre positifs, on va énormément gagner de carbone. On va avoir une moyenne qui va être encore bien plus élevée en termes de taux de progression. Et ce qui a permis d'asseoir d'ailleurs toute la politique climatique liée à l'agriculture sur ces cantons, comme ici l'exemple de Genève. Alors, évidemment, je vous le disais, on a aussi pu mettre en relation ces évolutions de teneur en matière organique avec les pratiques agricoles. Alors là, je vous donne quelque chose de très général, mais ça a été détaillé. Alors, il y a une publication qui est le détail, et puis on peut rentrer assez fin dans l'analyse. Le premier outil, et pour un ensemble de raisons sur lesquelles on pourra toujours revenir, ce sont les couverts végétaux. Entendre par là le pourcentage de sol nu, c'est-à-dire les opportunités de couvrir qui auront été saisies ou pas, la diversité floristique de ces couverts végétaux et puis leur biomasse. Voilà, c'est les trois facteurs qui en dessous sont extrêmement significatifs et c'est le couteau suisse, si vous me le permettez, de la régénération des sols pour un ensemble de raisons et notamment donc du gain de carbone, avec évidemment le bilan organique, est-ce qu'on exporte les résidus ou pas, est-ce qu'on apporte de la matière organique, et puis en négatif,
le travail du sol, qui sort fortement aussi, c'est-à-dire que l'intensité mécanique qui se quantifie non pas en disant labour ou non labour, ce qui est extrêmement grossier, mais à travers l'ensemble des outils utilisés. Et il y a ce qu'on appelle le Soil Tillage Intensity Rating là, de l'USDA qui permet de donner un score. Et ce score-là va directement répondre en termes de perte de carbone en moyenne sur le territoire suisse. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des polémiques liées à des essais en station disant ça compte pas, si ça compte, oui peut-être, etc. De façon massive sur le territoire suisse, c'est extrêmement clair. Voilà. Alors, ce qui conduit peut-être mon dernier point, c'est qu'on peut valoriser ce stockage de carbone, hein, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de la question des crédits carbone, etc. Là, je vous ai mis une référence d'un article qu'on a publié il n'y a pas longtemps sur les faiblesses et les défauts de ces dispositifs. Mais on a donc pu créer ici une association qui s'appelle AgroImpact sur la Suisse romande. Et les Suisses alémaniques sont en train de s'y intéresser aussi. De quoi s'agit-il? Donc, les cantons romans, mais aussi les chambres d'agriculture, associations de producteurs, services publics, la chaîne de valeur, le WWF par exemple, donc aussi des ONG environnementales, sont tous rentrés comme membres d'AgroImpact, avec le but, c'est de produire des produits décarbonés pour les acheteurs qui sont membres. Alors, huile, céréales, etc., peuvent être négatifs, hein, et on a pas mal d'agriculteurs qui fournissent à la chaîne de valeur des produits qui sont négatifs. Et ça, c'est certifié à travers des méthodes scientifiques, hein. Et donc, il y aura une prime au bilan carbone des produits pour les agriculteurs, les acheteurs, par exemple Nestlé, qui tiennent absolument à avoir du lait, de l'huile, des céréales qui sont décarbonés, vont être acheteurs dans la mesure où ils sont membres et vont accepter de payer un produit, le valoriser à proportion de la qualité de son bilan carbone. Voilà. Ça permet aussi, à travers un modèle qui s'appuie sur les résultats que je vous ai présentés avant, de conseiller les agriculteurs. C'est évidemment un agriculteur qui rentre de façon volontaire dans AgroImpact va vouloir maximiser sa progression et on va lui fournir une analyse de son système de culture et puis il va pouvoir choisir sur quel levier il va pouvoir jouer, hein. Ces leviers se combinent, hein. C'est pas un tout ou rien. Et un bilan de stock qui est fait chaque 6 ans, là aussi avec des méthodes qui sont validées par la recherche, ce qui permet de caler complètement le suivi des teneurs en stock, des stocks, pardon. Et donc les méthodes et l'accompagnement sont scientifiques, c'est statutaire dans cette association, on accepte que des méthodes qui sont calées par la science, avec comme corollaire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le offsetting, il n'y a pas de vente de crédit carbone, il y a simplement des produits qui sont achetés avec un bilan carbone, et donc pas d'hypothèse d'irréversibilité. Le offsetting, c'est marché carbone, et la question de réversibilité du stockage sont les deux gros points faibles des politiques climat en agriculture, et là, ici, on les contourne, et ce n'est plus en jeu. Voilà. Je voulais vous mentionner ça parce que je pense que c'est un point assez important qui va permettre de pousser dans la régénération des sols et le stockage de carbone en permettant d'augmenter la qualité de ces sols, dans l'intérêt de l'agriculteur déjà au départ, hein, pour ses revenus, pour la qualité de son travail, mais aussi en rémunérant ce service qu'il rend à la société. Voilà, donc en résumé, prendre soin de la structure, ça se gère à court terme comme à moyen terme. À court terme, en évitant, par exemple, en réduisant l'intensité mécanique, hein. La zone de sécurité, c'est matière organique sur argile supérieure à 17%. Donc, analyse de sol, on l'a, on peut voir où on en est et il va falloir grimper à tout prix au-dessus de ça, sans oublier de surveiller le pH. Minimiser l'impact mécanique, maximiser les coûts végétaux, ce sont vraiment les méthodes qui vont permettre d'y arriver pour un ensemble de raisons. Et voilà, et donc de remettre la question de la qualité de la structure au centre du débat, puisque c'est aujourd'hui la première clé à résoudre si on veut pouvoir produire en toute sérénité. Et je vous remercie pour votre attention. Ok, donc merci Monsieur Boivin. Et donc nous allons passer à la séance de questions-réponses. Je vais remettre l'écran adéquat, voilà. Et donc mes collègues ont pu relever les différentes questions qui ont été posées sur l'onglet questions-réponses. Et donc on vous écoute. On écoute qui? Eh ben, je sais pas, Il c'est y a un Florence ou modérateur. c'est Benoît? Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de questions dans Q&R, donc nous invitons toutes les personnes, tout le monde à éventuellement poser leurs questions, n'hésitez pas. Éventuellement, on a l'une ou l'autre question. Une question d'un de mes collègues, comment diminuer la vulnérabilité du sol quand on a un sol qui ne contient pas assez d'argile? Comment, Alors, Comment oui, diminuer la vulnérabilité du sol ouais, oui, quand on je a un comprends. sol qui ne contient pas assez d'argile?
Oui, alors ça va faire appel à d'autres notions. On voit bien que quand il y a de l'argile et qu'on n'est pas dans un processus pédogénétique, par exemple, déterminé par l'aluminium ou les carbonates solubles, hein, attention, n'oublions pas, lorsqu'on a de l'argile, ben, ça va être la complexation de carbone sur cette argile qui va être vraiment l'outil clé. Si vous êtes, par exemple, sur des sols sableux, les sols sableux, on sait très bien qu'on n'arrive pas à des structures extrêmement stables et la clé va être différente. Alors la matière organique va rester importante, mais on est dans des questions de protection de ce sol. La matière organique est importante, mais si on la laisse sécher, elle devient hydrophobe. Tout le monde sait ça. La surface ne doit pas être exposée, etc. Donc on ne va pas pouvoir générer des structures extraordinaires et extrêmement stables, mais on doit devoir les protéger. Voilà. Et donc on est dans des stratégies tout à fait différentes. Le service qu'on attend de la matière organique n'est plus le même. Voilà, donc c'est tout à fait différent. Je pourrais développer la même chose pour des sols à craie, par exemple, hein, dans lesquels vous avez 5-6% d'argile et puis l'essentiel de la matrice est composé de carbonate soluble. Là, cette fois-ci, vous avez beaucoup de matière organique. Alors, il ne s'agit pas, parce qu'elle est bloquée, il ne s'agit pas de bomber le torse en disant, regardez, j'ai un rapport matière organique, argile extraordinaire. Bah oui, mais c'est stupide, il n'y a pas d'argile. Quand on divise par zéro, bien sûr que ça devient beaucoup. Et la matière organique est bloquée, donc elle n'a pas la même fonctionnalité, elle rend pas le même service. Voilà. Donc, il faut prendre ces cas par cas. Je dirais, nous, on a traité le cas dominant en Suisse et puis dans beaucoup de pays d'Europe. D'abord parce que c'est celui qui s'est imposé en Suisse, mais c'est clair qu'après, il faut traiter au cas par cas. Si je prends l'exemple des sols volcaniques, voilà, j'ai travaillé un petit peu dans le monde entier pour différentes raisons, notamment avec Nestlé. Au Chili, vous avez des céréaliers qui sont en monoculture de blé sur des sols volcaniques, ils ont 25% de rapport matière organique argile. Mais ça, c'est bien connu, les endosols vont bloquer de la matière organique sous des formes réfractaires qui ne jouent pas forcément le rôle qu'on en attend chez nous par rapport à la structuration. Donc, il ne s'agit pas de sauter sur un indicateur de façon aveugle. Il est extrêmement utile, il est très applicable dans la plupart des sols. Et il y a des systèmes sols, on le sait depuis, je dirais, en tout cas 50 ans, qui ne fonctionnent différemment du point de vue de la relation matière organique, matière minérale. Et donc là, il faut refaire l'analyse. Ok, donc Alors, je oui. rebondis en disant que donc chez nous, on a effectivement des sols crayeux, les sols blancs de l'ouest du Hainaut notamment. Ouais. On a aussi des sols sableux et sablo-limoneux, essentiellement la campine annuaire et la campine pour les sols sableux. Et donc là, si je vous entends bien, Monsieur Boivin, on devrait développer des choses spécifiques pour ces zones-là Ben oui, il faut des et ne pas se indicateurs baser sur de. les indicateurs généraux. Voilà, il faut voir quelle est la fonctionnalité que vous voulez protéger Mhm. ou développer, et quel est le rôle de la matière organique dans cette fonctionnalité. Il va être différent. Certains sols, on va mettre l'accent sur la protection de la surface, par exemple, contre les agressions. Mais la matière organique va jouer un rôle, c'est sûr. Hein. Dans un sol sableux, quand vous avez de la matière organique, vous êtes plutôt heureux. Mais l'indicateur rapport matière organique-argile devient hors sujet. D'accord. Donc, faut pas. On est très heureux de développer des indicateurs qui simplifient beaucoup les choses. Quand on simplifie à l'excès, on fait de l'absurde, ça c'est sûr. Alors, il y a une question de Sébastien André. Quel est le meilleur moyen pour agir après une récolte en conditions humides, même avec un sol stable? Oui. Alors, je dirais que le meilleur moyen, c'est d'agir avant. C'est-à-dire, si vous pouvez, on dit il faut installer les couverts végétaux au cul de la batteuse, voire même avant. Ça, c'est vraiment le couvert végétal va jouer un rôle extrêmement important. Mais plus généralement, on va vouloir, lorsqu'on a eu des conditions assez stables, mais que malgré tout on a impacté, il va falloir d'abord évaluer les dégâts. Donc, par exemple, le test bêche, quelle est l'ampleur? Est-ce que je suis simplement parfait d'un score de 2 à un score de 4 ou est-ce que je suis passé de 1 à 5? L'ampleur va être différente. Hein. Et donc, le remède va aussi être différent. Ensuite, ce qui va être un remède très important, s'il y a déjà un bon rapport matière organique argile, les choses vont se refaire. Et là, c'est un enracinement avec une bonne diversité d'enracinement. Alors, notamment tout ce qui est, disons, céréales, graminées, etc., va, et donc ça peut être une culture, hein, mais qui enchaîne tout de suite derrière. Ou alors le couvert végétal qui va très bien coloniser avec des graminées, par exemple, les 20 premiers centimètres. Ça va vous recréer très vite. On a publié des études là-dessus. Très vite recréer une très bonne structure. Après, le problème, si vous la recréez mais qu'elle est vulnérable, bah, vous allez la redégommer. Donc, il faut effectivement être dans des conditions de vulnérabilité faibles, y arriver progressivement, ça peut se faire en 5-10 ans, pour être plus en paix, pour avoir moins de travail à faire. Mais évaluer les dégâts, et puis, dans la majorité des cas, le passage derrière d'une culture implantée immédiatement, j'inclus dans la culture le couvert végétal, bien sûr, et qui va développer un enracinement important, vous allez vous remettre les pendules à l'heure. Là, je sors d'une expertise chez un agriculteur qui a de la betterave tous les 4 ans.
Et sa betterave s'est très mal développée parce que la structure était restée impactée par la betterave de 4 années avant. Bon, bah, il a un rapport matière organique argile très insuffisant, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour le refaire. Alors évidemment, il était très choqué, mais bon, le profil cultural a très bien montré ça. Et puis on dit, mais non, mais alors là, soit vous changez vos pratiques, vous espacez la betterave, soit vous faites un meilleur choix de ce que vous implémentez direct derrière la betterave, parce que votre structure, elle ne s'est pas refaite suffisamment. Et elle est surtout trop vulnérable. Alors, les questions arrivent maintenant. Alors, Paul John Kerr pose la question suivante. Dans votre rapport matière organique argile, vous exprimez le taux de matière organique sur base du taux de carbone ou du taux d'humus? Alors, lorsqu'on fait une analyse pour la matière organique au laboratoire, en fait, ce qu'on mesure, c'est le carbone. Donc, on va dégrader la matière organique, puis mesurer le carbone qui a été émis. C'est pour ça que dès que vous êtes dans des systèmes scientifiques, vous avez, dans un rapport scientifique ou d'ingénierie, vous avez le carbone et pas la matière organique. Alors, ça introduit effectivement une difficulté. Et ensuite, quand on est dans le monde agricole, en général, on va de la vulgarisation, on va parler de teneur en matière organique cette fois. Entre ces deux valeurs, le carbone trouvé au laboratoire et la matière organique, il y a un coefficient standard, plus ou moins standard, en gros chez nous d'à peu près 1,73 et appliqué. Autrement dit, si je vous dis 1% de matière organique, c'est j'avais à peu près 0,6% de carbone. Voilà. Et c'est le carbone qui a été mesuré et on a appliqué ce coefficient. Alors, parfois, certains labos utilisent, à juste titre ou pas, des coefficients différents. Donc, il faut faire un petit peu attention. La valeur de référence, en fait, c'est celle du carbone. C'est pour ça que dans la recherche, vous avez le carbone. Voilà. L'humus, c'est une notion générale de matière organique humifiée. C'est le bon terme, en fait. Quand on dit matière organique du sol, ça sous-entend qu'on a, au moment de l'analyse, éliminé les résidus frais, bien sûr. Alors, ça va sans dire, ça va mieux en le disant, j'aimerais bien qu'on dise humus plutôt que matière organique. Enfin, voilà, la matière organique humifiée, stabilisée, c'est celle qui nous intéresse. Et finalement, sa teneur est dérivée d'une mesure du carbone. Je ne sais pas si avec ça, je suis clair. Il y a une question complémentaire. J'ajoute un petit complément. Donc, en région Wallonne, en standard, dans les résultats d'analyse que les agriculteurs ont, s'ils sont issus du réseau RECA Sud, le taux d'humus est 2 fois le taux de carbone. Et s'ils sont issus d'un autre laboratoire, le service pédologique de Belgique, qui est aussi très actif, le taux est celui que vous avez cité de 1,72, je pense, pas 73, mais enfin, 725. c'est à peu près pareil. Ou un 75, mais enfin, c'est à peu près pareil. Non, 725, Voilà. ouais. Et alors, une précision importante aussi, alors ça va paraître plus spécialiste, mais c'est peut-être un peu plus pour les spécialistes, mais il faut y veiller. Les méthodes d'analyse reconnues au niveau international sur le carbone ne donnent pas toutes le même résultat. Vous avez des écarts facilement de 30%. Un laboratoire, et c'est le cas en Suisse, il y a un standard qui a été créé, où les laboratoires qui ont le droit de produire les analyses agricoles réglementaires doivent montrer par essai aveugle interlaboratoire qu'ils sont dans la cible, quelle que soit leur méthode. Ce qui veut dire qu'ils ont recalé la mesure carbone qu'ils ont faite selon la méthode, elle est recalée par un coefficient qui vous replace à égalité avec les autres méthodes. Et ça, vous ne le savez pas. Donc, vous avez des laboratoires, alors en Suisse, si, parce que c'est standardisé, mais sinon, vous avez des laboratoires qui vont utiliser une méthode et vous dire, bah voilà, j'ai trouvé tant. Et d'autres, une autre méthode, et il y aura peut-être 20-30% de carbone en plus parce que c'est une autre méthode. Et c'est très important de savoir, en fait, si ça a bien été mis dans des essais interlaboratoires qui remettent tout le monde sur la même ligne. Voilà. Et sinon, il y a vraiment des débats qui peuvent paraître un peu idiots, mais enfin, toutes les analyses carbone ne sont pas identiques. Elles sont bien corrélées entre elles, mais avec des écarts. Donc, pour répondre très concrètement, peut-être le rappeler une deuxième. Sébastien André disait ceci, si c'est le taux d'humus, vous multipliez le taux de carbone par combien? 1,7 ou 2, vous avez répondu, je crois que c'était 1,725. Oui, vous avez, si jamais vous avez une synthèse qui a été faite là-dessus à l'occasion de la Comifère en France, je pense que vous la trouvez en ligne. C'était il y a 2 ou 3 ans, avec toutes les mesures carbone, les différents standards et les coefficients appliqués, dans quel cas on applique des coefficients. Sur des terres avec de l'accumulation de matière organique type sol, terre noire, etc., on va nous passer à un coefficient 2, voire de 2, parce que ça a été calé comme ça, mais le standard en terre agricole, dans ce qu'on appelle les sols minéraux, on est à 1,725 chez nous. Et de toute façon, dans les Alors, résultats de sol de RECA Sud, les deux sont toujours indiqués. Donc, on a toujours la teneur en carbone organique et la teneur en humus. Et ceux qui veulent faire la vérification, vous verrez que le rapport entre les deux est comme on a dit. mais la question est très bonne parce que le rapport matière organique argile dont je vous parle, il est fait avec le coefficient 1,725.
Alors, peut-être un petit commentaire ici de Brieux-Hardy. Attention, le coefficient de 1,72 vient de l'étude de Walke et Black, 1937 de mémoire. Chez nous, il est avéré que x2 est plus correct pour estimer la matière organique à partir de l'analyse du carbone organique total. Oui, alors les résultats qu'on a publiés, c'est le coefficient à 725, mais à partir d'une analyse qui est recalée, c'est-à-dire que c'est comme une analyse totale. Donc, vous voyez, c'est là où on introduit, on ne peut pas noyer les gens sous les précisions, mais c'est vrai qu'il faut être assez attentif à tout ça. Cela dit, voilà, les repères 12%, 17%, 24%, bah, ma foi, malgré toutes ces petites choses qu'on dit là, ça ne va pas changer du tout au tout. Et donc, ça reste quelque chose que sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Mais c'est vrai que les techniques qu'il y a derrière ne sont pas forcément simples, et même les chercheurs, parfois, n'y ont pas prêté attention. Alors, Esther Guat avait un petit commentaire, mais elle est en ligne. Elle peut peut-être l'exprimer elle-même si elle m'entend. Sinon, Oui, Esther? je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez Oui, oui, on t'entend très bien. Ah, Tu ok, peux exprimer super. ce que tu as écrit. Oui, oui, je voulais pas trop perturber non plus les questions, mais c'est vrai que tout d'abord, merci à Pascal pour cet exposé, c'était vraiment très intéressant. Je revenais un petit peu sur la question de la particularité de l'usage de l'indicateur matière organique argile pour les sols sableux. C'est vrai qu'il faut faire attention et en fait, dans le cadre de la MAEC Sol qui a été développée en Wallonie, on a un petit peu affiné la relation qu'on pouvait avoir en fonction des types de sols, donc en distinguant des sols légers, moyens et lourds pour justement éviter d'avoir trop d'écueils avec l'établissement d'un seul seuil. Donc effectivement, c'est la manière dont on a essayé d'avancer avec cette question-là. Et alors aussi sur cette question, j'en profite pour revenir aussi sur la question du fameux coefficient qui nous permet de convertir le carbone en matière organique. Pareil, dans la MAEC Sol, on s'est dit on va pas commencer à jouer avec des coefficients, on revient direct sur le résultat d'analyse du laboratoire en carbone. Donc, du coup, ça nous permet entre guillemets, de s'affranchir un petit peu de ces discussions-là. Mais c'est clair que dans les bulletins rendus par les laboratoires du réseau Equasud, les deux paramètres sont donnés, en fait, le carbone et la matière organique, comme ça, les utilisateurs peuvent s'y retrouver un petit peu aussi. Voilà, Voilà, je ne sais pas si ça Alors, ouais. ajoute. Ouais, pardon, juste pour dire ce qu'on a publié, c'est le rapport carbone-argile. Alors après, moi, je m'exprime en matière organique quand je sais que je m'exprime auprès de conseillers d'agriculteurs, mais enfin, les valeurs carbone-argile, elles sont calées et Voilà, on ouais. retrouve des valeurs qui avaient déjà été sorties dans la littérature. Exact. Ah, Ben, on est sur la même longueur d'onde parce qu'on a retrouvé à peu près les mêmes valeurs, donc ce qui nous a aussi Ouais. rassurés. Donc, c'était pas mal, quoi. Merci. alors, on a 3 questions qui viennent de personnes du centre de Michan, qui est également un laboratoire d'analyse des sols. Tout d'abord, 2 questions du directeur Richard Lambert. Le carbone qui est disponible est déjà valorisé sur les sols. Comment augmenter ce levier sans puiser le carbone ailleurs? Sa première question. Oui, La deuxième viendra ensuite. oui, eh ben, très bonne question. On est très heureux de ce qu'on est en train de publier et de ce qui a été publié aussi, je crois, en début d'année actuellement, c'est qu'on a repris tout ce champ d'investigation qui sont les parcelles agricoles suisses. Hein. On n'aime pas trop être en station, on aime bien être dans les fermes. Et on a regardé qu'est-ce qui déterminait les parts de carbone plus ou moins labiles dans différents systèmes de culture, à différentes profondeurs dans le sol, etc. Et le facteur numéro 1 qui va contrôler le rapport entre ce qui est labile, donc qui va se minéraliser facilement, ce qui va intéresser l'agriculteur quand il veut nourrir sa culture, mais ce qui est un inconvénient pour conserver le carbone, bien sûr. Hein. Le rapport entre le labile et le réfractaire, le stable, ce rapport est déterminé d'abord et avant tout par le rapport matière organique argile. Et là, bon, on est en train de sortir d'autres articles qui précisent les choses. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en fait du carbone qui vient se mettre autour des argiles. Et plus il y en a, plus ce sont des formes labiles, donc hydrogénées en fait, assez jeunes entre guillemets. Hein. Et donc, si on veut un sol de qualité, ça c'est les études dont je vous ai parlé, une qualité structurale suffisante, il faut être au-dessus de 17% de rapport matière organique argile, 10% de carbone argile. Eh bien, il se trouve que c'est aussi à ce seuil-là qu'on commence à voir apparaître du carbone labile en proportion supérieure à celui du réfractaire. Les deux évoluent de la même façon, de 0 vers jusqu'à 17% de rapport matière organique argile. Le compartiment réfractaire et le compartiment labile s'accompagnent. Et au-dessus de ce seuil, eh bien, le labile continue de grimper et le réfractaire, lui, va stagner. Ça veut dire que le carbone très protégé, très stable, il y en a jusqu'à peu près ce 17%, ce qui est assez cohérent. Et puis au-delà, vous accumulez du carbone labile. Donc si vous voulez un sol de qualité, il faut dépasser cette valeur. Et en dépassant cette valeur, vous avez un carbone beaucoup plus utile à la nutrition des plantes.
Et donc ça, c'est très important. Alors évidemment, c'est aussi une exigence. Ça explique pourquoi, et ça on l'a montré aussi dans un autre papier, pourquoi à la ferme, quand vous voulez maintenir vos stocks de carbone, plus le rapport carbone-argile est élevé, plus il va falloir être intense. Hein. Donc, plus, je dirais, être radical sur les piliers, couverts végétaux, etc., diminution de l'intensité mécanique, parce qu'effectivement, vous générez des formes de carbone beaucoup plus bénéficiaires à la qualité de la structure, beaucoup plus bénéficiaires à la biologie des sols, beaucoup plus bénéficiaires à la nutrition des plantes, mais en même temps, qui va plus facilement être perdu. Donc, on rentre dans un monde différent qui est vraiment celui de l'agriculture de conservation. Richard pose encore une autre question. Les sols wallons sont de plus en plus trop riches en magnésium. Est-ce que cela peut avoir un effet négatif sur la stabilité structurelle par rapport à un sol avec un bon équilibre Ca sur Mg? Alors là, j'ai envie de dire, à mon échelle de connaissance, moi j'ai beaucoup travaillé sur les sols salés, à mon échelle de connaissance, on ne sait pas très bien. Il y a des soupçons récurrents depuis, je dirais, presque 100 ans, sur le fait que le magnésium ne soit pas une très bonne chose pour la qualité structurale comparativement au calcium. Mais je n'ai pas connaissance, c'est peut-être une lacune de ma part, y compris quand j'ai travaillé sur les sols salés pendant de nombreuses années, je n'ai pas connaissance de travaux qui montrent clairement un problème lié au magnésium à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la dispersion des argiles, de la stabilité des agrégats. Il y a des soupçons, mais il n'y a pas de bons travaux qui le mettent en évidence. Donc, je reste en attente de mieux comprendre ça, parce que cette question du magnésium, elle revient sous différents angles, y compris sur les questions de fertilisation, hein, régulièrement. Là où il y a un problème, par contre, c'est quand on vous vend du matériau soi-disant chaulant et qu'en fait il est à base de magnésium, voire de sulfate de magnésium. Alors là, c'est carrément de l'arnaque, mais malheureusement, je connais des agriculteurs qui se sont fait avoir comme ça. Il faut y aller sur du calcium et chaulant, hein, donc du carbonate de calcium, etc. Mais de là à dire que le magnésium pénalise la structure, c'est, je dirais, un cheval de retour qu'on voit souvent, mais je n'ai pas de résultats tangibles, peut-être certains en ont, qui montrent que véritablement il y a un problème. J'ai une question encore de Thibaut Cuignot du centre de Michan que j'aurais dû poser préalablement parce qu'elle revient au 1,72. Quel est le facteur de conversion utilisé en Suisse pour passer du carbone organique total à MO? Est-ce bien 1,72? Et la matière organique a-t-elle été calculée de cette façon? En Wallonie, MO égale 2 fois COT, carbone organique total, pour extrapoler les valeurs de rapport MO sur argile. On voit bien qu'on est avec un spécialiste là. Oui, alors Oui, mais c'est bien. on a déjà répondu, je pense. Oui, Hein. je crois qu'on a répondu. Hein, oui. Simplement, prenez garde aussi en amont de cette question à la méthode d'analyse. Et est-ce qu'elle est recalée? Parce que si vous faites du Walkley Black, quelqu'un a cité ça tout à l'heure, ça c'est de l'oxydation. Cette oxydation n'attaque pas toute la matière organique. Il y a des corrections à la méthode Walkley Black qui permettent d'aller mieux. Et puis après, si vous passez par exemple en analyse de carbone total, cette fois-ci, vous allez sortir plus de carbone. Donc en amont de la question, en fait, comment on a sorti ce carbone? Est-ce que ça a été recalé par rapport à un standard ou est-ce que vous êtes dépendant d'une méthode qui va sortir plus ou moins bien le carbone? Alors, donc, je peux répondre en partie. Hein, dans le labo RECA Sud, dans le réseau RECA Sud, Pierre, tu oui, peux mettre la caméra. oui, pardon. Voilà, dans le réseau RECA Sud, donc il y a éventuellement plusieurs techniques qui sont employées, mais tout ça est mis en essai interlaboratoire. Et par contre, il est clair que de plus en plus les méthodes infrarouges sont utilisées, mais elles ne sont pas autorisées pour tout. C'est-à-dire que par exemple pour la MAEC Sol, la MR14, les méthodes par infrarouge ne sont pas reconnues, donc il y a une agrégation à avoir hein, avec la méthode pour l'argile, en tous les cas, la méthode dite à la pipette, et pour le taux de carbone organique, bah, il y a différentes méthodes de laboratoire qui ont été citées, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'infrarouge n'est pas toujours calibré. Ne donne pas toujours satisfaction pour tout dans toutes les situations et donc c'est quand même cadré quoi. Alors, Elodie Mazoui de Protecto, qui est une association qui contribue à conseiller les agriculteurs en ce qui concerne la qualité des eaux, les matières organiques en fonction de la région deviennent matières difficiles à trouver. Comment pallier à ceci pour les agriculteurs qui mettent déjà des couverts, des écumes ou hachent leur paille? Oui, alors
les couverts végétaux, d'abord, il y a couvert et couvert. Entre les agriculteurs qui vont sortir 2-3 tonnes de matière sèche avec un couvert et ceux qui vont sortir 12 à 15 tonnes, vous avez déjà un levier énorme. Donc, quand Madame pose cette question, c'est une très bonne question. Il faut savoir, est-ce que le travail d'optimisation de la production des couverts a été fait? Parce qu'effectivement, le plafond n'est pas le même selon que vous sortez 12 tonnes ou 3 tonnes, voire moins. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais enfin, il y a énormément de background là-dessus et énormément de choses à faire à la ferme avec les agriculteurs pour gagner, je dirais, un facteur 3 sur la biomasse restituée. Donc, le couvert n'a pas dit son dernier mot. Quand on dit c'est pas suffisant, attention. Ensuite, effectivement, beaucoup de régions, et je ne doute pas que vous en fassiez partie, où aller chercher de la matière organique ailleurs, bah, ça coûte cher ou il n'y en a pas. Et en plus, c'est un petit peu découvrir Pierre pour couvrir Paul, si je peux me permettre. Donc, ce n'est pas forcément la méthode la plus vertueuse. Dans ce cas-là, en tout cas, nous, ce qu'on a constaté ici sur Suisse, et on a fait quelques études relativement précises, c'est qu'on peut aussi passer au BRF, c'est-à-dire au bois raméal fragmenté. Autrement dit, ça va de pair avec une restructuration des paysages, recréer un paysage bocagé, il ne faut pas exagérer, mais enfin avec des haies, etc., qui offrent pas mal d'avantages. C'est multi-avantages, de nouveau, multifonctionnel, mais entre autres, avec un entretien BRF, c'est-à-dire en récupérant les extrémités des rameaux de diamètre inférieur à 2 cm. Ça fait un apport organique intéressant. Comme dit, avec d'autres fonctionnalités intéressantes à la clé, fourniture d'auxiliaires, contrôle de l'érosion, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les calculs qu'on a faits, avec des exemples concrets sur des fermes, entre acheter du fumier à l'extérieur ou s'équiper et produire du BRF, le coût de la tonne de matière organique humus dans le sol est le même. Alors évidemment, ça peut dépendre de pas mal de conditions locales, qu'il y ait des subventions ou pas à la replantation, etc. Mais c'est une source qui est encore nettement sous-exploitée, beaucoup mieux connu au Canada notamment, mais moins bien connu en Europe, qui commence à venir. En plus, on commence quand même à s'intéresser de près à l'agroforesterie. Le BRF est un moyen, a priori, équivalent en termes de coût, et cette fois-ci, vous le générez sur l'exploitation. Alors peut-être encore une ou l'autre question, mais on va essayer d'y répondre de manière très synthétique vu qu'il est déjà 14h06. Nous sommes dans une période où l'élevage est en diminution un peu partout en Europe. Comment limiter les dégâts pour nos sols sans apport de fumure organique? C'est presque ce qu'on vient de dire. L'élevage est quand même un partenaire de l'agronomie très fort, hein, et donc c'est pas souhaitable cette disparition de l'élevage. Et puis là, je rentre pas dans le débat, mais il y a un gros mélange entre ce qui peut être de l'élevage hyper intensif, etc., et puis ce qui va être de l'élevage de bonne qualité sur des terres qui ont vraiment cette vocation. Mais sinon, bah, effectivement, c'est le couvert végétal d'abord. Ça, dans nos résultats. Alors, je parle pas de conviction ou de constat visuel. Ce, c'est les chiffres qu'on a sur les exploitations suisses. Le couvert végétal est vraiment l'outil clé. Mais après, si ce n'est pas suffisant, et on a aujourd'hui les modèles qui nous permettent de calculer si c'est suffisant ou pas, hein, et bien si ce n'est pas suffisant, il va falloir jouer sur d'autres leviers. Et si on n'a pas le fumier, etc., ben moi je renvoie effectivement dans ce cas au BRF. Vous avez parlé que d'une analyse obligatoire des sols. Est-ce que vous pensez que cette analyse obligatoire des sols en Suisse a contribué d'une manière significative à améliorer la qualité des sols? Alors, le fait que ça soit obligatoire. Effectivement. Nous avons. Alors, comme toute mesure obligatoire, ça a l'inconvénient d'une mesure obligatoire par obligation de moyens et non pas par obligation de résultat. Et on travaille beaucoup sur l'obligation de résultat aujourd'hui et ça a beaucoup d'intérêt. Cela dit, ça a sensibilisé les gens, ça a fourni de l'information. Et je vous ai présenté l'évolution des teneurs en matière organique à l'échelle du terroir suisse. Elle progresse rapidement. On peut montrer que c'est nettement lié à une progression vers ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, mais encore une fois, ce n'est pas du tout noir ou tout blanc, c'est petit à petit d'aller vers moins d'intensité mécanique, plus de couverts, etc. Et dans cette histoire, on voit que la progression a commencé dès la fin du XXe siècle, c'est-à-dire dès l'introduction de ces fameuses mesures obligatoires. Et au début, l'Office fédéral de l'agriculture, probablement par crainte de révolte, a toléré qu'au lieu d'une vraie analyse, ce soit un test visuel du carbone, ce qui est complètement bidon. Et on voit dans les laboratoires un glissement. Les agriculteurs qui voulaient faire des économies ont commencé par demander un test visuel. Et au cours du temps, avant même qu'on publie tous ces résultats, une majorité s'est orientée vers une mesure carbone qui paye 25 francs au lieu de 5 francs. Donc, c'est qu'ils s'en servent. Et au début, comme toute mesure obligatoire, c'était un papier qu'il fallait avoir pour toucher les subventions. Et personne ne le regardait, c'était au mieux dans un classeur sur une étagère.
Et au cours du temps, maintenant, de plus en plus, on voit que les gens regardent ces chiffres. Alors, c'est aussi avec l'apport, là, comme on a montré, rapport matière organique, argile, même un taux agricole, etc. Mais je dirais que ces 10 dernières années, il y a une prise de conscience très forte sur le rôle de la matière organique et donc un intérêt fort pour l'analyse qui était obligatoire, mais qui devient de plus en plus quelque chose qui devient de l'hygiène de travail, je dirais. Voilà, c'est ce que je remarque aussi avec les agriculteurs. Beaucoup disposent d'analyses, mais ne les regardent pas forcément. Et donc, avoir un instrument qui permettrait de les encourager à les regarder. Bon, la MR14 en est un, mais il faudrait peut-être autre chose. C'est très important puisque dans mon expérience précédente de responsable d'un de ces laboratoires, j'avais quand même remarqué que la moitié des analyses étaient demandées et financées par d'autres structures que les agriculteurs eux-mêmes. Et donc, voilà, il y a là une source de réflexion importante par rapport à quoi servent ces analyses. Et tout ceci peut être étendu, si vous permettez, parce que les agriculteurs, certes, mais les conseillers non plus. Le nombre de fois, on s'est retrouvé avec des problèmes sur des parcelles à discuter avec des groupes de conseillers d'agriculteurs, et on pose des questions sur l'analyse, et à ce moment-là, ils ouvrent un classeur et regardent, ils disent « Oh mince, il y avait un pH de 4,5, il ne l'avait pas relevé. » Voilà, donc je crois que le statut de l'analyse de sol aujourd'hui n'est pas bon. Elle doit être simple, harmonisée, et elle doit être valorisée sous forme de conseils, à partir d'outils comme ceux qu'on apporte là, il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais qui permettent quand même d'avoir un raisonnement suivi dans le temps qui est cohérent. Sébastien André pose encore la question suivante. Comment conseillez-vous la pratique du cholage avec les apports de MO, de matière organique? Comment Ben, conseillez-vous la pratique du cholage je vois pas de avec les conflit. apports de... Je vois pas de conflit. La question du cholage, elle se pose de différentes façons, mais à ma connaissance, sans conflit. Parce que est-ce que je dois choler ou pas? Bon, là, il y a des règles sur le pH qui sont assez simples. Puis après, bah, ok, mais je fais quoi? Bah, qu'est-ce que j'ai comme produit disponible? À quel prix? Puis ensuite, bah, je l'apporte comment? C'est-à-dire à quel moment? À quelle quantité? Est-ce que je l'incorpore ou pas? Ça, c'est des choses qu'on peut discuter pas à pas en fonction de l'exploitation elle-même, de ses contraintes, de ce que le sol a exprimé comme besoin, mais qui rentre très très bien dans le reste de l'itinéraire par rapport à l'apport de matière organique. Effectivement, bah, c'est le moment où on va épandre le cholage. Bon, bah, on va profiter d'un moment post-récolte ou un truc comme ça. C'est au moment où effectivement on va pouvoir amener ça au sol, quoi. Mais je dirais, à part ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, enfin, à moins d'être parti dans une dérive. Parce que quand on a un pH de 5,2 et qu'on veut le ramener à 7, bah, vous y allez. Hein, vous allez mettre votre premier rapport de cholage. Et puis ça va être très, très vite incorporé par le sol et utilisé. Donc, ça ne va pas avoir d'impact sur votre stratégie matière organique qui s'inscrit dans l'ensemble de l'année, dans la durée. Alors, Je Richard pense, Lambert pose... je pense que la question Vas-y. sous-entendait le fait, est-ce qu'il y a un écart de temps à observer entre des apports de fumier et des apports et un cholage? C'est pas évident, ça me paraît raisonnable, mais ça peut être très pratique de combiner les deux en termes techniques, hein, si c'est le cas, dépendant des outils qu'on a, de la forme qu'on veut apporter. Et moi, j'ai pas d'objection à ça. Donc là aussi, j'aime bien donner la primauté, tant qu'il n'y a pas un gros problème, et là je n'en vois pas, la primauté à la rationalité technique pour l'exploitant. C'est-à-dire, si je peux faire un passage au lieu de deux, ben, c'est très bien. Donc ça ne me gêne pas. Encore une fois, s'il n'y a pas de dérive, c'est-à-dire si on n'est pas sur des produits extrêmement agressifs et surdosés, quoi. Alors, Richard Lambert pose encore la question suivante. En Ardennes, région plus froide, le climat limite le développement des couverts, la superficie de prairies diminue, moins de bétail, l'achat de paille dans les autres régions va diminuer, moins de bétail et la paille va rester dans les zones céréalières pour augmenter le carbone. Quels moyens pour maintenir le carbone dans cette région? Ouais. Alors, première chose, il faut recourir aux outils simples de modélisation qui permettent de savoir où on en est. C'est ce qu'on applique dans AgroImpact, c'est-à-dire, OK, vous faites ça comme intensité mécanique, ça comme couvert, ça comme apport organique, etc. Ben, est-ce que vous êtes plutôt en train de perdre ou gagner la matière organique? Déjà, ça permet de savoir où on en est pour prendre des décisions. Deuxième chose, quand on dit les couverts, je suis en altitude, ça ne joue pas. Je suis déjà allé un petit peu dans le massif des Ardennes, mais on travaille avec des agriculteurs du Jura, donc là, qui sont encore avec des systèmes polyculture élevage entre 800 et 1200 mètres. Donc, couvert végétal, difficile. Alors, il faut un couvert hivernant de longue durée, mais il est fourragé, donc c'est plus un couvert. Et puis, l'interculture courte, ah bah non, trop difficile, etc. On a fait des essais avec eux, ils ont fait des intercultures courtes. Donc, soi-disant pas possible, on a eu 8 tonnes de matière sèche en moyenne sur des intercultures courtes avec les couverts. Donc, j'ai toujours tendance à dire, en première réponse, vous me dites que le couvert n'est pas possible,
faites une plateforme d'essai avec vos conseillers dans les fermes, faites des aides couverts végétaux, en travaillant sur les mélanges, en travaillant sur la technique et la date d'implantation, etc., avant de dire définitivement que c'est pas possible. Alors bien sûr, ça a des conditions plus difficiles, mais là, le Jura où c'était pas possible, on est quand même, et à partir du moment où on l'a montré dans des exploitations agricoles qui sortaient l'année très sèche, hein, c'était 2000, bon, je sais plus, 2022 ou un truc comme ça, printemps, enfin très sec, 8 tonnes. Bon, à partir de là, les agriculteurs disent ah ouais, ok, et ça c'est game changer. Donc je pose tout ça en préalable. Très souvent, le retour qu'on a des agriculteurs sur les couverts végétaux, c'est ouais, ça marche pas terrible. Et ça, c'est quand des gens s'y collent et développent ça, bah, cette affirmation, elle change. Donc, je mets cette grosse précaution, même avec l'altitude. Ensuite, je renvoie effectivement au BRF. C'est vraiment la solution qui, pour l'instant, me semble être à développer, dans la mesure où on est prêt à remettre des haies dans le système agricole et on peut calculer le linéaire de haies qu'il faut pour obtenir une production de BRF qui correspond à la demande de son sol. Nous, on a fait ces études-là pour des fermes dans le Jura, justement. Et voilà, et c'est là où on a pu montrer aussi qu'économiquement, bah, ça rentrait dans un cadre qui n'était pas plus cher pour la tonne de carbone humifié que le fumier. Donc je pense que c'est l'autre levier, autrement dit, c'est quand même du carbone généré sur l'exploitation, il n'y a pas de miracle. Alors, simple réflexion que je fais simplement que de lire de Richard Lambert-Vuller, se limiter au rapport C sur argile pour la MAEC, donc la méthode agri-environnementale et climatique sol, alors que le pH joue un rôle important, risque de favoriser les sols acides, car on augmentera plus rapidement la teneur en carbone dans un sol acide que dans un sol à pH correct. Et Brieux-Kévy posait la dernière question assez longue, donc elle se terminera par une réponse par un oui ou par un non. Concernant l'effet du non-labour sur le stock de carbone, les résultats d'un essai système de 6 ans en région limoneuse belge, avec des précipitations de plus ou moins 800 mm, montrent que le gain obtenu dans le sol de surface, c'est-à-dire de 0 à 10 cm, est contrebalancé par une perte dans le sol profond, 25 à 50 cm. À l'échelle du profil 0,50 cm, il n'y a pas d'effet significatif. Par contre, on gagne sur le 0,25 cm en NL aux Pays-Bas. En NL. Vos études aux Pays-Bas, oui, je dis bien. Vos études sur les cantons de Berne et de Vaud prennent-ils en compte ce qu'il se passe en dessous de 30 cm de profondeur? Très courte réponse, Fuller. Alors, très courte réponse, attention aux essais en station. Je ne peux pas le développer là, mais selon la condition dans laquelle vous faites l'essai, vous allez avoir quelque chose qui va clignoter en vert ou en rouge. Ça marche pas. Par exemple, quel est le rapport matière organique argile des conditions d'essai? Et ça va tout changer. Voilà. Donc, ne tirez pas des conclusions définitives de ça et ne tirez pas des conclusions définitives au bout de 6 ans. Ils vont faire l'essai de Boigneville, lui, c'est 40 ans, et ça va clignoter en vert et en rouge. Et ils n'ont pas fait l'analyse du rapport matière organique argile et donc de la plus ou moins grande labilité des formes. Voilà. Donc, nous, en Suisse, ce qu'on montre pour l'instant sur nos résultats du mieux qu'on peut, c'est-à-dire depuis 1986 avec nos analyses, c'est que c'est neutre en dessous de 30 cm. Non pas le non-labour, mais la réduction, le chemin vers l'agriculture de conservation va permettre d'enrichir en surface et va être neutre en dessous de 30, sous la semelle de labour. Voilà. Après, c'est bien connu qu'effectivement, on va plus difficilement enrichir en bas, et là, les résultats sont contradictoires et vont dépendre de beaucoup de choses. Moi, je dirais, soyons pragmatiques pour notre production agricole. Pour notre horizon de surface, c'est primordial d'augmenter les teneurs en matière organique. Et puis ensuite, on a besoin encore de mieux comprendre ce qui va se passer à long terme si on est dans une logique, cette fois-ci, de séquestration, etc. Ça, c'est encore autre chose. Et puis là, je renvoie aussi aux méthodes d'agro-impact qui évitent justement de poser cette question du stock et de la séquestration. Ils posent la question du bilan annuel carbone du sol. C'est différent. On va voir comment chaque année on a stocké ou pas. Eh bien, nous allons rester là pour les questions. Je sais qu'il y en a encore d'autres. Mais on pourra éventuellement les poser à d'autres occasions. Pierre, je te repasse la parole pour clôturer. Merci Benoît, merci Monsieur Boivin, merci aux différents questionneurs. C'est toujours sain de se poser des questions. Et donc ici maintenant, il me reste à vous rappeler que bien nous avons mis en place un portail qui s'appelle Wallakis et qui reprend plusieurs choses, toute la documentation agricole qui est produite par les différents organismes qui sont
subventionnés par le SPE et ont l'obligation de mettre leurs documents officiels là-dessus, et également un calendrier qui reprend toutes les organisations de vulgarisation agricole de ces différents organismes, ceci pour faciliter la tâche de tout un chacun, et en particulier des agriculteurs, pour trouver de façon centralisée un certain nombre de choses. Ensuite, je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, rendez-vous pour le prochain agri-webinaire, je vais y arriver, le 16 octobre prochain, avec une vision plus approche bassin versant. Vous avez le programme là sur l'écran. Vous pouvez évidemment faire une capture d'écran, mais rendez-vous donc le jeudi 16 octobre prochain aux mêmes heures, de 13h à 14h, pour une approche plus bassin versant avec Nat Agriwal. Et donc, je vous remercie à tout le monde pour votre participation, aussi bien vous, Monsieur Boivin, et je sais que la période était difficile pour vous pour le moment, donc un tout grand merci.